Keke Detown me dit 20 € en plus de l'abonnement pour suivre le combat Fury-Usyk avec de nombreux bugs. En plus, DAZN se permet de diffuser le combat 1 en même temps sur la chaîne pour prendre les gens pour des neuneux. Comment est-ce possible de faire autant d'erreurs stratégiques? Je savais même pas qu'il fallait payer pour voir Fury-Usyk. Le peu d'intérêt que je porte à la boxe s'explique. Il est évident que c'est encore une fois une faute et que effectivement les erreurs stratégiques de DAZN, il les empile avec une constance qui les honore. Après avoir mis le championnat à 39,90 au début, où t'as des cons comme moi qui se sont abonnés tout de suite. Ces cons à qui on ne propose pas une nouvelle formule lorsqu'on fait des formules à 15 balles 2 mois et demi plus tard pour sauver les meubles. T'as envie de leur dire oui, ben écoutez, si vous voulez nous indiquer le meilleur chemin de prendre l'IPTV, continuez comme ça, il y a pas mieux. Effectivement, faire payer 20 balles pour un combat de boxe, bah, c'est toujours ce que dit Coluche, hein. S'il y a des cons pour payer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est évidemment une immense arnaque. Je pense que c'était plutôt un geste chevaleresque à faire pour les clients de DAZN, de leur offrir ce match de boxe. Ça permettait peut-être effectivement de faire une bonne communication et une bonne image pour cette chaîne. Je pense que de toute façon, ils sont tellement aux abois sur le plan financier avec ce championnat de France qui leur coûte les yeux de la tête, qu'ils savent pas quoi faire. En même temps, la Bundesliga s'est vendue 1 milliard. Faudrait peut-être aussi se poser les bonnes questions sur les bons sujets. Après, DAZN, j'ai suffisamment dit ce que j'en pensais en termes de contenu. Enfin là, je vois qu'ils ont fait une pseudo-émission avant le match. C'est pas que je trouve ça génial, mais ça a au moins le mérite d'exister. Mais c'est vrai qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. Keke Detown me dit, j'ai l'impression que les coachs actuels veulent plus faire parler d'eux en inventant des choses, système de jeu, animation, rôle spécial, un joueur, souvent au détriment de l'efficacité et sont souvent bornés jusqu'à vouloir mourir avec leurs idées. As-tu aussi cette analyse? J'ai l'impression que tu fais un peu le portrait de Luis Enrique quand tu dis ça. Et c'est vrai que quand tu vois les matchs du PSG contre Lyon et Monaco, tu te dis, ah bah voilà, donc finalement il est dans le vrai, Luis Enrique. Et puis tu le vois le match à Lens, tu te dis, bah non, c'est pas ça, quoi. Même si je pense encore une fois qu'il y a eu un vrai problème de fraîcheur physique pour les joueurs du PSG à Lens. Le souci, c'est effectivement que Luis Enrique ne veuille pas, par exemple, d'un véritable avant-centre, même si c'est un centre de haut niveau. Je suis sûr que le PSG pourrait s'offrir Erling Haaland. Je suis pas certain il trouverait sa place dans le système de Luis Enrique, même si finalement il l'a trouvé au bout d'un moment dans celui de Guardiola. Après, il y a des entraîneurs qui sont un peu, c'est vrai, butés, mais je note, par exemple, Rosénior à Strasbourg, il a été longtemps buté, et puis du coup, le club a enchaîné 4 défaites consécutives, et puis il a changé. Il a changé par petites touches, et surtout, il a trouvé une vraie charnière centrale, il a trouvé une meilleure organisation au milieu de terrain en remettant Nanassi plus dans l'axe, voilà. Après, on s'aperçoit qu'un club comme Dunkerque, avec son entraîneur portugais performant en Ligue 2, voilà, je pense qu'être un bon entraîneur, c'est aussi surprendre l'adversaire et savoir aussi modifier sa tactique. Keke Detown encore me dit, tu l'abordes dans la vidéo de cette semaine sur l'arbitrage, mais je ne comprends toujours pas le rôle de Landreau qui avait été lancé en grande pompe par la direction de l'arbitrage, surtout pour contrer les polémiques. Sert-il vraiment à quelque chose ou est-ce juste de la com? Bah déjà, la com, c'est l'attribution, il est porte-parole des arbitres. Et il est conseiller technique. Voilà, les attributions officielles de Michael Landreau dans l'arbitrage français. Après, bon, faut que j'essaye d'être objectif et de ne pas que ma profonde inimitié pour Michael Landreau ne transparaisse pas dans tout ce que je vais dire, mais ça me paraît être une très mauvaise idée d'avoir confié ce rôle-là à Landreau, qui
qui a jamais été arbitre de quoi que ce soit. Je pense qu'un mec comme Alain Sars, qui est convivial, qui est sympathique, qui s'exprime bien, aurait pu avoir ça. Malheureusement, je pense savoir qu'Alain Sars n'est pas vraiment dans les clous de l'organisation, de l'arbitrage en France. Landreau, ça me paraît une fausse bonne idée, surtout que finalement, il ne s'est exprimé que sur Canal, chaîne où il est consultant. Alors que finalement, s'il est porte-parole des arbitres, il doit s'exprimer partout. Et c'était vraiment effectivement... en plus, là, il s'est exprimé pour déjuger son arbitre, donc je suis pas certain que ça a été très bien perçu par la profession d'arbitre. Enfin voilà, c'est une mauvaise idée de toute façon. Alexandre 13 me dit... Si tu avais le choix entre bosser pour l'équipe du soir, Rotten sans flamme, l'after ou retour au CFC, lequel choisirais-tu? Post-scriptum, pas le droit de dire aucun. Alors effectivement, j'ai pas le droit de dire aucun, ce qui aurait été ma réponse si j'avais pas eu ce post-scriptum. L'équipe du soir, jamais. Rotten sans flamme, c'est très compliqué parce que je pense que je m'engueulerais comme du poisson pourri avec Jérôme au bout de 2 émissions, quand il aurait dit le mardi le contraire de ce qu'il a dit le lundi. Retour au CFC, faut pas rêver. Donc l'after, par élimination, l'after, parce que je pense que c'est les... Même si je suis pas client, encore une fois, parce qu'à cette heure-là, je suis en train de faire mes vidéos et puis après je suis au lit, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de meilleure qualité. Yvous me dit, on sent une embellie. Mbappé au Real, ça va mieux. Donner cette interview l'a probablement libéré, tu es d'accord? Et le verdict suédois aussi. Sa gestion dans les temps difficiles par Ancelotti et le Real est un modèle exceptionnel pour moi. Ancelotti est grand. Je sais pas tellement qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion du cas Mbappé par Ancelotti, à part qu'il a joué tous les matchs, sauf quand il était un petit peu blessé. En même temps, ça veut dire qu'il lui a effectivement maintenu sa confiance même quand ça allait pas. Donc c'est effectivement peut-être quelque part quelque chose qui explique aujourd'hui que ça aille beaucoup mieux. Je suis pas certain non plus que ce soit l'interview à Mouloud Achour qui ait changé quoi que ce soit dans son attitude. Je pense en revanche que le verdict de Stockholm forcément doit être un soulagement. Mais je dirais... Surtout quand t'as rien fait. Si t'as fait quelque chose, tu dois avoir peur de te faire prendre. Si t'as rien fait, tu dois te dire mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un mensonge et que je suis dans la nasse à cause de ça. Donc je pense qu'effectivement il y a un soulagement et puis je pense aussi que le Real, comme très souvent, démarre mollement ses saisons. En plus, ça a été un phénomène qui a été amplifié cette année parce qu'il y a eu des très très graves blessures et une accumulation de blessures assez invraisemblable avec des graves blessures, Carvaral, Militao, Alaba qui est toujours pas revenu, ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse. On s'étonne que Neymar soit pas revenu au bout d'1 an alors qu'Alaba c'est la même chose. Ça passe crème. Donc beaucoup de blessures, l'arrêt de Kroos évidemment, et avoir à intégrer un joueur comme Mbappé, ce qui change évidemment les repères de Vinicius, qui fait reculer Bellingham. Tout ça, il a fallu que ça se mette en place. Et là, ça commence à bien se mettre en place. Alors effectivement, le match contre Séville, il faut aussi reconnaître que Vinicius ne jouait pas, mais que malgré ça, Mbappé a joué dans l'axe. On s'aperçoit finalement aujourd'hui qu'après un très mauvais début de saison, et un 0-4 à Bernabéu contre le Barça, le Real est à un point du leader qui est l'Atlético Madrid. Le club a, comme toujours, je dirais, parfaitement digéré ce mauvais début de saison qui s'explique encore une fois par bien des points. Et effectivement, on va pouvoir commencer à voir maintenant le vrai Real et j'espère continuer à voir le vrai Mbappé. Artman07 me dit, êtes-vous inquiet pour l'équipe du Brésil en vue de 2026 avec un milieu n'affichant aucun milieu jouant la Ligue des Champions, un Neymar convalescent, un Vinicius peu décisif pour le moment avec la CSAO. Le problème, c'est qu'il y a quand même des très bons joueurs encore dans cette équipe du Brésil. Guimarães, Paqueta, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Neymar qui peut revenir, Marquinhos. Ça reste quand même des joueurs d'un très bon niveau. Le souci, c'est effectivement que visiblement, pour l'instant,
ça tourne pas, que effectivement, et c'est un problème, Vinicius est extraordinairement loin de son niveau en club avec la sélection. Je pense qu'il suffirait que Vinicius augmente son curseur avec la sélection pour que les résultats soient tout de suite meilleurs. Il faudra aussi voir le retour de Neymar. Est-ce qu'il va revenir? Dans quel état il va revenir? Qu'est-ce qu'il va apporter? Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs dans cette équipe du Brésil, alors qui en feront certainement pas un favori pour le prochain mondial, mais qui en font pas non plus une équipe de seconde zone. Jackie Boy me dit, qui était Pierre Labatte? Pierre, c'était l'âme des Girondins de Bordeaux. C'est un petit peu comme Maxilde était l'âme du Racing Club de Strasbourg. Voilà, c'était des directeurs sportifs ou des formateurs historiques. Et je me souviens toujours, lorsque j'allais à Ouayan, de voir Pierrot Labatte avec son petit chien blanc et toujours cette immense gentillesse d'un vieux monsieur mais qui transpirait à la fois et l'amour de son club et l'amour du football. C'est lui qui a formé Dugas, Lizarazu, qui a pris aussi sous son aile Zidane quand il est arrivé au club. Voilà, c'était quelqu'un d'extraordinairement important aux Girondins de Bordeaux. Il est parti alors que son club est en National 2 et je pense que c'était une immense peine pour lui. Voilà, en tout cas, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Ça fait effectivement longtemps que je l'avais pas vu, mais je l'aimais beaucoup et voilà, c'est un grand chagrin de le voir partir. Jackie Boy me dit, que pensez-vous des chambrages après chaque victoire de Neil Maupay? À terme, les joueurs adverses ne pourraient-ils pas le prendre en grippe? C'est un risque. C'est un risque. Je suis pas un grand fan du chambrage sur les réseaux. Entre CM, je trouve ça nul. Et encore une fois, si j'étais dirigeant de club, je n'autoriserais pas mon CM à dire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Comme si j'étais dirigeant de l'OM, je dirais à Neil Maupay d'arrêter. Alors effectivement, après on va me dire, ouais mais Pierrot, tu veux que des mecs avec le doigt sous la couture du pantalon, tu veux une com aseptisée. Je pense qu'il y a quand même de la place entre une com aseptisée et ça. Je pense effectivement qu'un jour il y a un défenseur adverse qui va le faire monter en l'air pour lui faire comprendre que c'est pas aujourd'hui qu'il va chambrer. Ce jour-là, qu'est-ce que tu vois là que je te dis, il faudra pas non plus qu'il se plaigne parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je n'irai pas jusqu'à dire encore que c'est choquant, c'est lourdingue en tout cas. Vincent David me dit, tu as connu le métier de journaliste avant Internet, voire aussi avant l'arrivée du téléphone portable. Oui, oui. Qu'est-ce qui a le plus changé entre ces deux périodes? Est-ce encore le même métier? Quand tu es journaliste à l'équipe, oui, enfin journaliste de presse écrite, oui, c'est le même métier. Parce que tu vois les matchs, tu les commentes, tu fais des interviews. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs où faire des interviews privées avec les joueurs est quelque chose de devenu d'extrêmement rare et qu'il faut, comment dirais-je, passer par toute une série d'obstacles pour y arriver. Moi, c'est vrai qu'à cette époque, avant ça, c'est vrai que j'avais mon relationnel avec les joueurs a toujours été mon point fort. Donc j'avais leur numéro. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile quand tu as le numéro de portable d'un joueur de l'avoir au téléphone. Avec les portables, certains joueurs sont plus joignables. Il y en a qui restent injoignables et qui répondent jamais. J'ai des souvenirs, notamment, pas très récents, de Fabien Barthez ou Christian Carambeu. Les rares fois où je les avais au téléphone, je dis, mais explique-moi pourquoi tu as un téléphone si tu réponds jamais. Oui, c'est un métier qui est peut-être aujourd'hui quelque part plus facile parce que tu as des moyens de communication qui te permettent d'être plus proche des joueurs, encore une fois, lorsqu'ils te le permettent. Elou BZH me dit, quelle équipe t'a le plus impressionné durant cette première partie de saison de Ligue 1? Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a eu c'est une saison assez irrégulière. Je pense que Monaco a eu de très bonnes phases, Marseille a eu de très bonnes phases, ils en ont eu des très mauvaises aussi. Je pense que Paris, malgré tout, a quand même une régularité. Enfin, c'est évident, même Paris a une régularité que les autres clubs n'ont pas. Et c'est aussi ça qui leur permet d'avoir 10 points d'avance à la trêve hivernale.
7 si on compte que Marseille a un match en moins. Maintenant, il y a eu des moments où effectivement j'ai beaucoup aimé Brest. Alors c'est vrai que c'est plus en Ligue des Champions. J'ai beaucoup aimé la période Strasbourg où ils battent Marseille, Rennes à la Mélo, ils vont faire 3-3 à Lille, voire même quand ils mènent 3-1 avant de perdre 4-3 à Lyon. Voilà, c'était un bon moment. Après, il y a effectivement eu les 4 défaites consécutives. Donc effectivement, beaucoup de clubs très peu de clubs finalement, mis à part les clubs de bas du classement, ont des trajectoires linéaires. Il y a Paris, il y a les clubs de bas de tableau. Les autres, il y a eu des bons et des mauvais moments.